Bonjour à toutes et à tous. La Maison du développement durable vous souhaite la bienvenue à cet événement sur l'autonomie alimentaire dans le cadre de la série sur la rénovation éco-responsable présentée en collaboration avec Écohabitation. Merci à nos précieux partenaires par qui cet événement est rendu possible, Hydro-Québec, partenaire principal de notre programmation, et la Ville de Montréal. Nous vous rappelons qu'on est en format webinaire. L'événement est enregistré et sera partagé sur notre chaîne YouTube à la suite de l'événement. Vous recevrez d'ailleurs un courriel à cet effet. Alors, il y a également la section questions-réponses au bas de votre écran si vous souhaitez nous poser des questions aux panélistes et nous aurons une période à la fin dédiée à vos questions. Sans plus attendre, j'aimerais céder la parole à Caroline Lapierre, analyste agriculture et système alimentaire chez Équiterre. Donc, Caroline, bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Donc, je vais tout de suite faire mon partage d'écran. Donc, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, on voit bien, merci. Parfait, merci. Donc, oui, Caroline Lapierre, je suis agronome et comme on l'a dit d'entrée de jeu, je travaille chez Équiterre comme analyste agriculture et système alimentaire. Donc, c'était une belle question que la Maison du développement durable nous a soumise dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui. Puis, nous, on a envie de répondre à la question puis de présenter aussi notre vision là, sur laquelle on débute une phase de travail sur ce thème-là, qui est la saine autonomie alimentaire, qu'on perçoit comme étant vraiment au croisement de l'alimentation, de l'environnement et de la santé. Mais comme je suis la première à passer aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec des définitions pour être sûr que on est tous sur la même page et on parle de la même chose avec la même compréhension. Quand j'ai commencé à chercher pour trouver une bonne définition de l'autonomie alimentaire, bien, il y en avait vraiment plusieurs et je trouvais ça difficile de choisir une qui était vraiment la plus précise. En même temps, il y a un peu un carcan quand on choisit une définition. Ce qui fait que je vous présente quelque chose qui me semble assez collé sur la réalité, qui est l'autonomie alimentaire comme un continuum. Donc, si on regarde l'image qui est en haut, complètement à gauche, on aurait quelque chose qui est de la nature de l'autarcie alimentaire où, à l'échelle d'un pays, par exemple, on va avoir des frontières qui sont complètement fermées et on va dépendre totalement de la production alimentaire locale pour répondre aux besoins alimentaires domestiques. Et à l'autre extrême du spectre, on aurait une ouverture totale des frontières puis une dépendance qui est absolue au fait d'importer des aliments. Ces extrêmes-là ont existé dans l'histoire. Même au 20e siècle, il y a eu certains pays pendant un certain nombre d'années qui étaient en autarcie, mais c'est de plus en plus rare avec la mondialisation. Quand on regarde même la Corée du Nord, qui est assez isolée au niveau mondial, a quand même des importations au niveau alimentaire. Donc, au niveau, la plupart des pays vont se situer entre ces deux extrêmes-là. Dans un continuum où on va être dans l'autosuffisance, l'autonomie ou l'auto-approvisionnement alimentaire. Donc, les termes sont utilisés de façon un petit peu interchangeable selon les études, mais pour les besoins aujourd'hui, quand je vais parler d'autonomie alimentaire, c'est quelque part sur le spectre et c'est synonyme d'autosuffisance ou d'auto-approvisionnement. Il y a une certaine logique à avoir un équilibre, une certaine autonomie alimentaire au niveau d'un pays, mais aussi un certain niveau d'interdépendance avec d'autres pays d'un point de vue de la sécurité alimentaire. Donc, on le voit quand on est totalement dépendant de l'extérieur, quand les chaînes d'approvisionnement tombent, comme par exemple présentement avec la guerre en Ukraine, on se place dans une situation un peu critique. Mais aussi du côté de l'autarcie, on peut penser que c'est plus sécuritaire au niveau alimentaire pour la population, mais là encore, quand il arrive des grandes maladies, dans certaines cultures, on peut se retrouver avec des famines, comme les famines qui sont très connues en Irlande. Donc, un certain niveau d'autonomie alimentaire, mais un certain niveau d'indépendance. Et on va le voir, le Québec est un peu dans cette zone-là. Et puis là, on a fait un peu de français. Là, je vous propose juste un petit peu de mathématiques. Parce que là aussi, quand j'ai commencé à regarder comment c'est calculé, tu sais, des fois, on entend 30 d'autonomie alimentaire, 50 il y a un peu une bataille de chiffres. Il y a plusieurs façons de calculer l'autonomie alimentaire. Et puis, selon ce qu'on essaie de démontrer comme point, on va prendre une méthode de calcul qui est plus restrictive ou qui est plus généreuse, disons. Donc, je vous en présente une qui est simple et qui est utilisée, entre autres, par la FAO pour
comparer le niveau d'autonomie alimentaire des pays les uns par rapport aux autres. Donc, ça s'appelle le ratio d'autosuffisance, qui est le SSR, dans le fond, c'est Self-Sufficiency Ratio, qui consiste à prendre pour une catégorie d'aliments ce qu'on produit ici versus ce qu'on consomme. Donc, on voit le détail de la ligne du dessous, là, c'est la production locale, les importations pour cet aliment-là, moins les exportations. Donc, ça correspond à la consommation de cet aliment-là. Donc, on va diviser ce qu'on produit pour un aliment par ce qu'on consomme, on multiplie par 100 et là, on arrive pour cette catégorie-là à avoir notre taux d'autonomie alimentaire. Donc, voici comment on arrive aux chiffres que je vous présente ici. Si on va en bas de la diapo, au Québec, selon les intervenants à qui on parle, on essaye entre 30 à 53 % d'autonomie alimentaire globale. Donc, des chercheurs qui voudraient qu'on fasse plus pour développer l'autonomie alimentaire ont tendance à être plus conservateurs, à arriver avec un chiffre plus bas. Et ceux qui veulent démontrer qu'on fait bien à ce niveau-là arrivent avec un chiffre plus élevé. Donc, on choisit notre méthode de calcul pour montrer un peu nos points. Mais voici le taux global. L'autre chose par rapport à l'autonomie alimentaire que je voulais placer d'entrée de jeu, c'est qu'elle peut avoir lieu à différentes échelles. Donc, on peut le faire à l'échelle individuelle. Donc, c'est sûr que si on va être complètement autonome au niveau de notre alimentation, ça va exiger du temps, de l'espace, des connaissances et les moyens de se procurer le temps, les connaissances et l'espace pour être autonome. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a un beau reportage de la Semaine verte à cet effet-là, une famille qui est complètement autosuffisante, mais c'est plutôt rare. Ensuite, on peut être autosuffisant, avoir une bonne autonomie alimentaire en communauté, ce qui correspond un peu à l'agriculture vivrière d'antan où il y avait un certain niveau de spécialisation et on faisait des échanges de proximité. Donc, par exemple, moi, je produisais des pommes de terre, je donnais mon surplus à mon voisin qui, lui, avait des vaches et il me donnait son surplus de lait. Et comme ça, en communauté, on arrivait à être assez autosuffisant. Encore aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui sont en agriculture. Donc, il y a encore de l'autonomie alimentaire au niveau communautaire, mais aujourd'hui, on voudrait vraiment en parler au niveau plus collectif. Donc, pour un grand groupe de personnes, encore là, il y a différentes échelles qui sont possibles. On pourrait le faire à l'échelle du Québec ou du Canada, mais je pense que pour les besoins de la présentation aujourd'hui, quand on va parler du local, on va vraiment parler de l'échelle du Québec, l'échelle provinciale. Pour savoir où on va, vers quel degré d'autonomie alimentaire on veut aller, j'aimerais bien, pour commencer, vous présenter un portrait d'où on est présentement. Donc, ce tableau-là a l'air compliqué, mais vous allez voir, on va le décortiquer un petit peu. Donc, c'est des données qui datent de 2018. C'est partagé par le MAPAC à partir des données de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, en premier lieu, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Oui, parfait, merci. Donc, je voudrais vous présenter les productions qui sont sous gestion de l'offre. Donc, ça, c'est des productions où le gouvernement va déterminer combien on produit pour répondre à la demande locale. Donc, il y a des plafonds. On ne peut pas produire plus qu'une certaine quantité. Donc, quand on regarde la volaille, les œufs, et le lait et crème de consommation, on voit qu'on approche de 1. On est autour de 1. Donc, 1, c'est 100 %, c'est-à-dire qu'on comble 100 % de nos besoins avec la production locale. Donc, c'est cohérent avec des systèmes qui sont sous gestion de l'offre. Donc, le lait, la volaille et les œufs, on approche de 1. On est un peu à l'équilibre. Ensuite, j'aimerais qu'on regarde pour le secteur des élevages qui ne sont pas sous gestion de l'offre. On voit au niveau du porc et du veau. On est à 4 et 3,5 si on arrondit. En gros, ça veut dire qu'on produit 4 fois plus de porc que ce qu'on consomme et 3,5 fois plus de veau que ce qu'on consomme au Québec. Ce n'est pas un hasard si ça arrive comme ça. C'est des choix qui ont été faits au 20e siècle pour développer notre agriculture. Il y a certaines productions comme le lait où on s'est dit, bon, on va produire juste ce dont on a besoin, mais il y en a d'autres, on va produire en très grande quantité et on va les exporter pour faire rentrer de l'argent dans les coffres. Donc, on se retrouve en surproduction pour le porc et le veau. Et dans d'autres productions comme le bovin, donc la viande de bœuf et au niveau de l'ovin, donc le mouton, bien là, à ce moment-là, on ne comble pas nos propres besoins et on va en importer. Mais vous allez voir pourquoi je vous parle du porc et du veau, c'est que ça a des conséquences aussi au niveau des cultures qu'on retrouve dans les champs. Donc, surproduction de porc et de veau.
Et si on regarde dans la colonne de droite, on va complètement en bas, sirop d'érable, on est à 1300 %, on est le premier producteur mondial, on stocke beaucoup de sirop d'érable. Ensuite, pommes de terre, 0,97. On approche de 100 % d'autonomie alimentaire pour ça. Entre autres, et les pommes aussi. Regardez les pommes, on est à 0,92. Ce sont des choses qu'on produit en très grande quantité et pour lesquelles on investit dans des infrastructures d'entreposage. Donc, on est capable de produire en grande quantité l'été et d'entreposer pour y avoir accès tout le reste de l'année et d'approvisionner les épiceries. Même à ce temps-ci de l'année, 6 mois après la fin de la saison agricole, vous pouvez trouver des pommes de terre et des pommes du Québec à l'épicerie. Là où il y a le plus de place à l'amélioration, au niveau des petits fruits, on est à 0,6. Et puis, légumes de champ, ce chiffre-là, il faut lui faire attention. On est 100 % autonome pendant la saison des récoltes et pendant l'autre moitié de l'année, donc de décembre à mai, on va importer beaucoup de légumes. Ce qui nous donne à penser aussi que si on appliquait aux légumes de champ la même logique que pour les pommes de terre, on serait probablement capable de, plutôt que pendant l'été, quand arrivent les récoltes, de s'autosuffire et même d'exporter nos surplus. On pourrait stocker nos surplus et avoir des légumes de conservation disponibles à l'année et moins importer de légumes pendant l'été. Pendant l'hiver, excusez. Et pour terminer, le pire bilan, ce sont les céréales. Donc, quand on pense au blé pour la consommation humaine, à l'avoine, à l'orge, sarrasin, on est à 12 % d'autonomie alimentaire. Donc, ce sont des cultures, des aliments qu'on importe en très grande quantité et ce n'est pas un hasard. Il y a une question de climat, mais aussi, si vous regardez ici à droite la statistique, présentement, au Québec, 75 % des superficies cultivées sont destinées à l'alimentation animale. En gros, on produit du maïs grain et du soya. Quand vous vous promenez en l'auto l'été, c'est probablement tout ce que vous allez observer, c'est des champs de maïs puis des champs de soya, si vous êtes capable de l'identifier. Et ça s'en va pour les porcs, les veaux et toutes les productions animales. Donc, nous, c'est une des choses sur lesquelles on met beaucoup d'attention présentement chez Equitas, d'essayer d'augmenter, de transformer un peu les proportions de ce qu'on retrouve au champ et d'augmenter l'autonomie alimentaire au niveau des grains. On va parler un petit peu plus tard de pourquoi. Donc, ça, c'est le portrait d'où on en est présentement. Et aussi, je voulais parler brièvement de comment le gouvernement, présentement, conçoit l'autonomie alimentaire. Donc, quand la pandémie est arrivée en 2020, il y a des subventions qui se sont mises en place, puis une approche gouvernementale pour soutenir un virage vers plus d'autonomie alimentaire. Donc, 150 millions qui ont été investis. Puis quand on regarde sur le site du MAPAC, ce qu'on voit, c'est vraiment pour la productivité et le développement des entreprises agricoles. Donc, on parle entre autres de grands complexes séricoles qui font partie de l'équation, bien sûr, mais nous, il nous semble important de peut-être miser sur, de regarder d'autres facteurs avant de juste augmenter des rendements puis manger des tomates toute l'année. Et puis, on a aussi beaucoup misé sur mettre de l'avant les aliments du Québec. Quand cet étiquetage-là s'est développé, il y avait eu des discussions pour inclure des aspects comme est-ce que les méthodes de production sont durables? Est-ce que ces aliments-là, qui sont aliments du Québec, sont sains pour la santé ou est-ce que ce sont des aliments ultra transformés? Et ça n'a pas été intégré. Donc, ce qui donne, par exemple, que des chips produites au Québec ou du Pepsi embouteillé au Québec sont des aliments du Québec ou des aliments préparés au Québec. Donc, ça, c'est une vision de l'autonomie alimentaire. On se dit un peu, tant que c'est productif, tant qu'on fait de l'argent, tant que c'est fait ici, c'est bon. Ben, c'est bon pour l'économie, mais est-ce que c'est bon pour la santé? Et puis dernièrement, justement, le gouvernement du Québec a octroyé 3 millions de dollars à Pepsi au nom de l'autonomie alimentaire pour augmenter la production de croustilles de maïs à l'usine de Lévis. Et puis, nous, ça nous fait un peu sourciller parce que est-ce que c'est vraiment le type d'autonomie alimentaire qu'on veut développer? Donc, à une réponse une vision un peu productiviste qui est axée, entre autres, sur des atteintes d'un certain pourcentage d'autonomie alimentaire. Nous, on pense que les investissements valent les gains, parce que c'est valable d'essayer d'avoir plus d'autonomie alimentaire, mais pas à n'importe quel prix. Donc, et pour que ça soit une approche qui répond aux enjeux actuels et aux problèmes qu'on doit solutionner, il faut que l'autonomie alimentaire soit saine pour l'environnement et saine pour la santé humaine et que les investissements dans ce sens-là correspondent à ces critères-là. Puis ce qui est un peu la base de qui est un petit peu comme sparké, comme donner le coup d'envoi de notre chantier sur ce thème-là, c'est
Si on recule un petit peu en 2019, le journal britannique The Lancet a réuni 37 scientifiques de renommée mondiale et leur a reposé la question suivante. Peut-on nourrir sainement une population croissante de 10 milliards de personnes en respectant les limites planétaires, donc les ressources de la planète et les capacités de ces ressources-là à se renouveler? Je vous rassure, la réponse est oui, on peut arriver à nourrir tout le monde, mais il y a un mais. Pour y arriver, il va falloir se tourner, faire des transformations en profondeur et se tourner vers ce qu'eux ont nommé comme étant des régimes alimentaires durables. Donc, transformer notre façon de nous nourrir et par extension, la production agricole. Donc, la citation ici, c'est un peu ce qui résume les conclusions du groupe d'experts de la commission, à savoir que la transformation vers une alimentation saine d'ici 2050 nécessitera d'importants changements dans nos régimes alimentaires. La consommation mondiale de fruits, légumes, noix et légumineuses devra doubler et la consommation d'aliments tels que la viande rouge et le sucre devra être réduite de plus de 50 %. Une alimentation riche en plantes et contenant moins d'aliments d'origine animale confère de nombreux avantages à la fois pour la santé et pour l'environnement. Donc, nous, on dit, ben oui, parfait, développons l'autonomie alimentaire, mais est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, la faire en s'enlignant vers faire virer le système alimentaire vers quelque chose qui va être viable à long terme et permettre de nourrir tout le monde sainement? Et au même moment que la commission Eat Lancet faisait ces réflexions-là et arrivait avec ses conclusions, Santé Canada est en train de refaire son guide alimentaire canadien. Et ils n'avaient pas de visée de critères environnementaux dans leur analyse, mais par un heureux hasard, sont arrivés avec exactement le même genre de recommandations que la commission Eat Lancet en termes de régime alimentaire qui était souhaitable. Donc, vous voyez l'image ici à gauche, on voit 50 % de fruits et légumes, des protéines, oui, d'origine animale, mais aussi plus d'origine végétale, donc plus de diversification à ce niveau-là, et de manger des grains entiers. Si on regarde la figure qui est à droite, le rond que vous voyez en pointillé, en fait, ça se trouve à être un régime alimentaire qui est durable ou comme par exemple le guide alimentaire canadien. Et cette image-là montre le fossé alimentaire en Amérique du Nord. Donc, la différence entre ce qu'on devrait manger, qui est dans le rond pointillé, et ce qu'on mange. Donc, on voit qu'on surconsomme de la viande rouge, des légumes féculents, la pomme de terre nommément, les œufs, volailles et produits laitiers. Si vous vous rappelez, quand on avait regardé le degré d'autonomie alimentaire du Québec, on surproduit, on produit à pleine autonomie le lait, les œufs et la volaille et on surproduit certaines viandes. Donc, c'est un peu cohérent avec ce qu'on consomme. Ce n'est pas une surprise. Hein? Ce qu'on produit est aussi, forcément, doit trouver des mises en marché, doit trouver des mangeurs. Donc, le défi, ça va être d'essayer d'amener le système alimentaire à rentrer dans les régimes alimentaires durables, donc à changer ce qu'on consomme et à changer ce qu'on produit. Donc, nous, c'est un peu ça notre message pour le gouvernement quand on fait des relations gouvernementales, c'est-à-dire une autonomie alimentaire doit être saine, donc basée sur une alimentation saine, produite via des pratiques agricoles durables et respectant les limites planétaires. Quelques pistes d'action pour être capable d'opérer cette transformation-là. Il va falloir agir à tous les maillons du système alimentaire pour vraiment faire un arrimage entre le champ et l'assiette. Donc, au niveau de la production, on parle de soutenir financièrement des pratiques de gestion bénéfique en santé des sols et un soutien actif à une plus grande diversité de cultures au champ. Donc, pour changer un peu tout ce maïs soya-là qu'on voit pour les animaux, de soutenir l'adoption par les producteurs agricoles de cultures destinées à l'alimentation humaine. Ensuite, si on parle à l'échelon transformateur, au-delà de savoir comment on va transformer les aliments parce qu'on va perdre des nutriments en cours de route, il nous semble important d'avoir, pour plus d'autonomie alimentaire, d'avoir des espaces d'entreposage pour capturer les surplus de l'été et les avoir disponibles pendant l'hiver, être moins dépendant donc des importations. Et aussi de développer, soit à l'échelle industrielle, mais aussi à l'échelle individuelle au niveau des connaissances, davantage de méthodes de conservation. C'est un peu des choses qu'on savait avant et qu'on a perdues. Tu sais, le caveau à légumes, faire nos confitures, nos choucroutes, et transformer nos aliments pour les conserver. Donc, il y avait une certaine sagesse là-dedans qu'il faudrait ramener. Au niveau de la distribution,
On le voit beaucoup, entre autres, avec les céréales, les grandes cultures. Souvent, ça s'en va au marché d'exportation, au marché mondial. Donc, pour avoir plus d'autonomie alimentaire, il va falloir rediriger en partie vers le marché intérieur une partie de ces récoltes-là et donc nécessairement aussi développer des marchés, que les gens apprennent à reconnaître où sont ces produits-là et à les intégrer dans leur alimentation. Et un des maillons qui est essentiel, c'est aussi de parler aux détaillants. Donc, de rendre plus facile pour les gens de choisir des choix qui sont du ressort de l'achat local qui est sain pour la santé. Donc, on parle d'étiquetage, de façon de disposer les aliments pour les mettre de l'avant. Donc, il y a de la sensibilisation à faire à ce niveau-là. Et en terminant, bien, comme vous êtes des mangeurs, des consommateurs, vous êtes, je pense, véritablement le moteur de changement pour aider à faire le virage vers des régimes alimentaires plus durables en commençant par changer son menu. Donc, dans les prochains mois, Équiterre, on va commencer à parler de plus en plus de certaines cultures céréalières, entre autres, que quand on les introduit dans les champs, que les agriculteurs les mettent en culture et les rendent disponibles localement, ont vraiment des gros impacts au niveau de la santé des sols puis de la viabilité du système agricole. Ce que vous pouvez faire aussi à l'échelle individuelle, c'est bien sûr cuisiner, jardiner et conserver vos aliments par vous-même. Et aussi l'aspect un peu de s'impliquer, d'être attentif aux nouvelles par rapport à l'autonomie alimentaire, ce que le gouvernement met de l'avant et à se mobiliser quand il y a des appels à l'action. Entre autres aussi sur la question de la protection des terres agricoles, parce que dans notre vision, on ne peut pas parler d'autonomie alimentaire sans protéger la ressource première duquel tout découle, donc à savoir le sol. Donc, voici à l'échelle individuelle ce qui est possible de faire pour vous. Puis, je vais terminer en vous disant un gros merci pour votre attention. Merci beaucoup, Caroline. On voit qu'il y a effectivement des apprentissages à faire à ce niveau-là, beaucoup de changements peut-être à évaluer à l'échelle individuelle et à une plus grande échelle aussi. On le souhaite énormément. Maintenant, j'aimerais vous introduire à Frédéric Verville, qui est agriculteur donc à temps plein depuis 2015, copropriétaire de la ferme du Coq à l'Âne. Bonjour, Frédéric. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez, c'est bon? Parfait. Je vais partager mon écran. Ah, Caroline, il faudrait que tu arrêtes de partager ton écran, que je partage le mien. Voilà. Donc, voilà, je me présente, Frédéric. J'ai l'impression que, je pense qu'on m'a invité ici parce que je suis agriculteur et parce qu'on a développé un modèle un peu différent. Donc, c'est de ça que je vais vous parler en premier lieu pour ensuite vous faire part de quelques réflexions que j'ai en tant qu'agriculteur qui pratique l'agriculture depuis maintenant 7 ans. Donc, juste pour faire une petite mise en contexte, je suis propriétaire de la ferme avec ma conjointe. On a acheté une ferme qui était déjà en fonction en 2015. Donc, c'était une ferme qui faisait déjà des légumes bio. Puis, on est quand même une ferme, je dirais, de taille moyenne. On fait des paniers biologiques. Une ferme, je dirais, de taille moyenne. On cultive 1,5 hectare en légumes. On a 3 hectares qui sont cultivables. Puis, on a 4 serres, dont 3 qui sont chauffées. Donc, on est une ferme assez typique de paniers bio. De 2015 à 2019, on faisait des paniers d'été, comme la plupart des fermes du réseau des fermiers de famille font, avec quelques autres ventes par-ci, par-là, marché de solidarité, des transformateurs. On faisait des paniers la moitié de l'année, de la fin juin à la mi-décembre. Puis, on avait à ce moment-là environ 2 à 3 employés là, selon les moments de la saison. Donc, on était peut-être 3 à 4 personnes à temps plein là, sur la ferme toute l'année. Voilà. Gérer une ferme de légumes bio diversifiés, c'est pas facile. Puis avec ma conjointe, on trouvait que c'était très prenant. Puis on cherchait une façon de ralentir le rythme parce qu'on se disait, est-ce qu'on veut faire ça jusqu'à nos 60 ans? Puis la réponse était non, on ne veut pas avoir ce rythme de vie-là jusqu'à 60 ans. Donc, on a trouvé une façon de mieux étaler notre charge de travail durant l'année, qui se trouve qu'il y a aussi une façon que les gens ont trouvé intéressante de faire des légumes. Donc, on a fait une transition vers des paniers qui sont uniquement l'hiver. Donc, maintenant, cette année, c'était notre première année. On avait 250 abonnés pendant 24 semaines de paniers de novembre à mai. Donc, pendant l'été, tout ce qu'on fait, c'est de la production dans les champs de légumes de conservation de chambre froide qui vont être mis dans les paniers pendant l'hiver. On ne fait aucune récolte, aucune mise en marché. Puis, en fait, on fait les récoltes à l'automne, puis on commence la mise en marché une fois que les récoltes sont terminées. Donc, ça vient vraiment tout décaler ce qu'on fait.
Puis, étant donné ce changement-là, on est passé à une seule employée à temps partiel là, plutôt que d'en avoir 2 à 3 toute l'année. Pas toute l'année, en fait, pendant la saison. Donc, en 2021, on a cultivé sur notre pas tout à fait 1,5 hectare, environ 100 000 livres de légumes diversifiés qu'on a récoltés. Puis, c'est une vingtaine de légumes différents là, que vous pouvez voir sur la photo. Puis, on a aussi des serres qui sont chauffées. En 2017, on s'est installé un système de chauffage central au bois qui chauffe nos serres, notre maison et le bâtiment où on travaille. Ce qui rend aussi... on chauffe des serres pendant l'hiver. On chauffe 2 serres à 2 degrés pour faire des verdures aussi, pour agrémenter nos paniers. Mais c'est un chauffage qui est vraiment minimal. Puis là, on est capable d'aller chercher... on fait une quinzaine de verdures différentes en hiver pour ajouter des verdures dans nos paniers pour que ce ne soit pas seulement des légumes racines de conservation. Donc, c'est pour les rendre un peu plus sexy, si on veut. Puis, on a aussi une serre qui n'est pas chauffée où on fait uniquement la culture d'épinards qui tolère très, très bien le froid là, tout au long de l'hiver. Donc, voilà. Je vous montre un peu, ça, c'est notre petite ferme. Puis, sur la photo aussi, ça, c'est de quoi ça a l'air nos serres pendant l'hiver. Vous voyez la neige un peu sur les côtés. C'était quand même au début de l'hiver. Mais durant tout l'hiver, les serres sont chauffées à 2 degrés juste pour maintenir la qualité des verdures. Puis, c'est ça, on arrive à fournir, on est encore en train de livrer des paniers pour 2 semaines. On termine la semaine prochaine notre saison de paniers, alors que la plupart de nos collègues, eux, sont en train de commencer leur saison. Donc, on est vraiment à rebours. Puis c'est un modèle qui fonctionne bien, qu'on trouve intéressant, puis que dans notre situation est rentable, puis nous permet de bien vivre de notre agriculture. Donc, voilà pour la présentation rapide de la ferme. Si vous avez des questions après, on pourra peut-être répondre. Je voulais aborder 2 sujets en lien avec l'autonomie alimentaire. Je vais arrêter le partage parce que je n'ai plus sur mon PowerPoint, puis on va se parler comme ça. Puis, je voulais en fait parler des enjeux des fermes, puis aussi des enjeux environnementaux. Donc, pour les enjeux des fermes, je pense que les petites fermes, on n'est pas les seuls acteurs d'une plus grande autonomie alimentaire, mais je pense qu'on a un rôle important à jouer. Puis, on aurait intérêt à être plus nombreux, entre autres parce que je pense qu'on favorise aussi le dynamisme dans les régions. Puis, d'avoir uniquement des grosses fermes un peu plus du type industriel, je pense que c'est moins intéressant au niveau régional, au niveau de la vie dans les villages, tandis que d'avoir plusieurs petites fermes qui arrivent à engager des gens localement, je pense que c'est peut-être plus intéressant au niveau aussi social, même si ça l'est aussi au niveau de l'autonomie alimentaire. Mais il y a de nombreux défis auxquels on fait face. Le principal, je dirais en ce moment, c'est probablement l'accès à la terre. Les terres sont vraiment très coûteuses et sont aussi de grande taille, puis c'est difficile de les rapetisser. Il y avait le gouvernement avait l'intention de faciliter ça. Je ne sais pas à quel point ça s'est avancé, mais c'est dans les cartons du gouvernement. Il faut que ce soit bien fait. Il ne faut pas que ça devienne aussi à l'avantage des promoteurs et des gens qui voudraient construire sur les terres agricoles. Mais donc, il faut arriver à conjuguer la protection des terres, mais aussi l'établissement de fermes de plus petite taille pour permettre aux gens de juste être capables d'acheter un lopin de terre, parce qu'en ce moment, des fermes, c'est très difficile à acheter. Je pense que nous, en ce moment, on a acheté la ferme il y a 7 ans avec un soutien familial. Je pense qu'en 2022, on ne serait plus capable d'acheter notre ferme, étant donné la hausse de valeur de la terre. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est majeur. Évidemment, la charge de travail ou la charge mentale. Nous, ce qui a fait qu'on est passé au panier d'hiver, c'était de trouver une façon de réduire cette charge de travail-là, surtout sur des fermes qui sont diversifiées. Il y a tellement de choses à penser. Puis, c'est pas rare de voir des fermes. On a toujours des collègues qui ont de l'expérience, qui quittent la production parce que c'est vraiment un milieu qui est quand même assez difficile. Fait que je pense qu'il faut trouver une façon de jouer là-dessus. Puis une façon de jouer là-dessus, c'est d'arriver à retenir sa main-d'œuvre. Mais là encore, c'est un autre enjeu parce qu'il faut être capable de donner des bonnes conditions de travail à notre main-d'œuvre, ce qui n'est pas facile. Donc, idéalement, il faut être capable de donner un salaire qui donne envie aux gens de rester. Puis je me questionne aussi au niveau de la main-d'œuvre, à savoir si produire au Québec, mais à partir de travailleurs qui proviennent de l'étranger, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une forme d'autonomie ou si on est dépendant des travailleurs étrangers dans notre production alimentaire locale? Mais ce qui est même au niveau des petites fermes, on voit de plus en plus de travailleurs étrangers parce que c'est des travailleurs qui reviennent année après année. Puis je pense que c'est ça la caractéristique qui est importante pour nous, c'est d'avoir des gens on ne veut pas avoir des nouveaux employés à chaque année. C'est là que ça devient compliqué.
si on a des gens sur nos fermes à qui on est capable de déléguer des tâches parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont là, bien, c'est sûr que nous, ça nous aide vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment un aspect qui devrait être travaillé là, au niveau des défis sur les petites fermes, là, parce que personne, et je le comprends, personne ne veut travailler au salaire minimum pour faire un travail d'ouvrier agricole. Là. Donc, il faudrait aider, je pense, les producteurs dans la rétention de la main-d'œuvre. Puis, un autre aspect que je voulais aborder, c'est celui de l'environnement. Parce que je me questionne beaucoup. Sur chaque année, le GIEC émet des nouveaux rapports encore plus, je ne dirais pas alarmistes, mais qui essayent de nous réveiller et de nous amener à apporter des changements importants. Puis, je n'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça. Même nous, ce qu'on fait, chauffer nos serres à 2 degrés, ça peut paraître déjà une nette amélioration, mais on a quand même passé 2 vannes de bois de 53 pieds dans notre hiver juste pour chauffer nos serres, notre maison puis notre bâtiment, ce qui est quand même une quantité de ressources assez importante pour, somme toute, une quantité de verdure qui est intéressante pour nos paniers, mais qui n'est pas énorme non plus comparativement à ce qu'on produit en champ, où là, on a sorti environ 100 000 livres de légumes, puis on a peut-être consommé même pas 500 litres de diesel avec nos tracteurs. Puis, je pense que faut vraiment commencer à réfléchir à notre consommation d'énergie, notre consommation de ressources, nos intrants. En ce moment, on construit des serres. Caroline en parlait, c'est super intéressant. Nous, on n'en a pas profité, mais les gens qui démarrent, qui veulent s'acheter une serre, c'est des très belles subventions pour s'installer avec des serres. Mais est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on veut aller? Est-ce que la solution en 2022, c'est de remplacer des fraises de la Californie par des fraises qui ont poussé dans les serres en hiver au Québec? Je me pose la question si c'est une bonne utilisation des ressources. Clairement, la production en champ devrait être priorisée parce que c'est là que on utilise les sols, on utilise la pluie avec un peu d'irrigation, le soleil. La quantité de ressources utilisées est nettement moindre que si on cultive en serre, particulièrement en serre chauffée, tomates, concombres, on chauffe à 20 degrés pendant l'hiver. Ou je pense aussi à la production intérieure avec des LED, puis des systèmes de plastique sur plusieurs étages. Fait que je me questionne vraiment beaucoup là-dessus. Puis, dans le fond, ma conclusion, puis je pense que les trois, on va peut-être en arriver à cette conclusion-là, c'est que plutôt que de subventionner des serres, le gouvernement devrait subventionner des chambres froides parce que c'est vraiment par là que ça passe. Il faut être capable de conserver nos légumes pendant l'hiver avec un moindre coût énergétique. Puis on s'entend qu'en hiver, une chambre froide, ça ne consomme pas grand-chose. Le froid est déjà là, donc nous, c'est presque rien. Là, nos chambres froides, c'est un peu de chauffage limite. Pendant l'hiver. On chauffe les chambres froides. Puis, c'est facile aussi je pense à notre serre d'épinards où on n'a aucun chauffage. Puis, on a quand même des très grosses... En ce moment, on a des épinards par-dessus la tête. On ne sait plus quoi faire avec. C'est quand même des récoltes qui sont faciles. C'est possible de manger frais et bon pendant l'hiver. Nous, on n'achète aucun légume jamais. Là, donc, on ne mange pas de tomates concombre pendant l'hiver, puis on mange super bien tout le temps. Puis, je pense qu'il faut juste essayer de sortir, justement, de manger plus de saison. Ça serait le message que je voudrais passer. Puis, j'ai oublié, je voulais apporter, on a des beaux choux chinois encore qu'on a récoltés au mois de septembre. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé une bonne salade de choux chinois, très frais, là, au mois de janvier, c'est délicieux. Puis, ça se conserve jusqu'au mois d'avril. Fait que je suis déçu de l'avoir oublié, mais c'est possible. Il y a des solutions qui existent qu'on n'a pas besoin d'avoir des dépenses énergétiques incroyables pour bien manger pendant l'hiver. Donc, voilà, c'est là-dessus que je conclurai mon intervention. On poursuivra avec les questions. Merci. Merci, Frédéric. C'était vraiment super intéressant, extrêmement pertinent, évidemment. Puis, ça revient à ce que Caroline disait. Donc, consommer local, consommer de saison, faire des conserves, une chambre froide, c'est fantastique. Effectivement, si chacun pouvait avoir ça comme dans le temps, hein, on dit souvent ça comme dans le temps. Puis, au lieu d'essayer de s'adapter à ce à quoi on s'est habitué maintenant, puis dire, bon, bien, comment on peut faire la même chose, mais au Québec, en utilisant des ressources précieuses. Et maintenant, j'aimerais terminer avec Emmanuel Cosgrove, donc cofondateur et directeur général de Écohabitation. Alors, bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, je vais vous partager une présentation. Si je peux y accéder. Juste un instant.
Oui, c'est ça. Je suis le directeur de l'organisme Écohabitation et on est des obsédés de la réduction de notre empreinte environnementale individuelle. Fait que je pense que ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est surtout un propos qui concerne dans la logique qu'on vient de voir, là, des différentes échelles d'autonomie alimentaire. Comme le disait Caroline, je vais plutôt parler de l'individuel. Et si vous êtes comme moi euh, et que vous n'avez pas le courage, comme Frédéric, d'acheter votre lopin de terre comme la chanson des Cowboys, là, mais vous avez une envie folle de voir ça. La croissance, un peu de verdure, le miracle de la vie se produire devant vous. Et c'est une activité qui n'a pas de prix. Je pense que vous êtes nombreux dans la salle aujourd'hui à vouloir participer à la production de vos propres aliments. Il y en a qui vont au-delà des tomates sur le balcon. C'est la classique, là, les tomates que les écureuils finissent par vous arracher juste avant qu'ils soient mûrs. Il y en a qui vont jusqu'à des petites serres ou des productions de semis dans leur sous-sol pour sortir ça sur le balcon ou dans la cour au printemps. Euh, Tout ça et jusque-là, tout va bien. Mais je veux vous parler de quand on veut aller encore plus loin que le petit jardin de balcon ou de cour arrière. Il y en a qui veulent, qui ont une envie d'avoir comme une serre intégrée à leur maison ou un solarium où ils peuvent être comme un peu dehors, mais rester tempérés en dedans l'hiver. Je vous dirais que, comme Frédéric, ça prend beaucoup d'énergie et à tout point de vue, il n'y a pas grand-chose d'écologique là-dedans. Si c'est plus noble comme objectif, comme la production alimentaire, c'est excellent. C'est juste qu'il faut savoir que techniquement, moi, je suis quelqu'un de très technique en bâtiment. Et quand on a une surface peu isolée et qu'on chauffe l'intérieur et qu'on a des plantes en plus qui dégagent énormément d'humidité, on va souvent arriver à 100% d'humidité relative dans une zone où on fait de la culture de n'importe quelle plante. Ça condense et ça, il y a beaucoup d'eau qui dégouline et beaucoup d'eau veut souvent dire qu'on a des conditions parfaites pour des champignons qui peuvent devenir moisissures, qui peuvent devenir quelque chose de toxique pour nous et nos familles. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'intérêt. Si vous êtes sur Pinterest, Insta, Facebook, nomme-les, là, toutes sortes d'affaires qui nous réveillent notre pouce vert individuel, surtout au printemps en ce moment, là. Et on a envie de faire de quoi, faire des projets, que samedi qui s'en vient, là, on s'en va je sais pas, se construire une serre annexée à notre maison. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Comme je viens de vous dire, les plantes ont besoin d'un environnement propre à eux et les humains ont besoin d'un taux d'humidité qui ne dépasse pas 60%. Les plantes veulent beaucoup plus. Et il y a d'autres phénomènes, par exemple, comme le soleil, qui est une ressource énergétique importante pour nos bâtiments, pas juste pour nos cultures. On peut chauffer
nos bâtiments à peu près à 30 juste avec l'énergie qui rentre par les fenêtres qui donnent au sud. Si on vient mettre une serre entre notre maison et, le rayonnement solaire, ça va en gros bouffer une bonne partie de nos gains énergétiques de la maison. Fait qu'on ne veut pas d'annexe à nos maisons. S'il vous plaît, séparez les bâtiments agricoles des bâtiments habités. Ensuite, quand on parle de serre, une serre comme on voit ici, tout en vitre, en métal, avec des fondations en béton. Pour les experts en bâtiment vert comme moi, je suis en train de penser à tout l'impact environnemental, cycle de vie de ces matériaux-là. Là. Et il faut se demander, est-ce que notre production dans cette serre-là va avoir une période de retour sur l'investissement environnemental pour rattraper l'impact de la production de ces matériaux-là en production d'aliments et en diminution, mettons, de transport des aliments en provenance de la Californie, etc. La réponse, pour l'avoir faite, c'est non. C'est plate, mais faites pas ça. Il y a des serres beaucoup plus faibles en empreinte qui utilisent peu d'intrants matériaux, qui n'ont pas de béton, pas de plancher, qui ont des matériaux comme des abris tempo recyclés. Là. La structure peut être convertie en serre. On achète une toile anti-UV et oui, on peut, à faible budget, prolonger notre saison de jardinage de mai à octobre. Début mai, fin octobre. S'il vous plaît, faites pas de production agricole où il faut chauffer des serres. Je ne parle pas aux professionnels, des agriculteurs, là, où il y a plein de bonnes exceptions, mais pour la production à l'échelle individuelle, vaut mieux s'arranger autrement pour les mois trop froids et de penser à une intégration maximale de matériaux récupérés si on veut s'embarquer dans des projets comme ça, comme toutes les portes, les structures, etc., les toiles. Même au niveau des autres intrants qu'on a besoin en agriculture, comme de l'eau. On a fait des analyses cycle de vie sur le besoin, l'impact écologique de l'utilisation de citernes, de pompes et tout ça là, qu'on a besoin pour des systèmes avancés de récupération d'eau de pluie. Et je ne veux même pas vous donner la réponse de ce qui est plus écologique entre l'eau de pluie et l'aqueduc municipal. C'est un peu décourageant, puis je prêche contre ma propre paroisse, là, mais quand on a une approche scientifique à nos choix et qu'on analyse les pour et contre de tout, souvent, c'est on a beaucoup de fausses bonnes idées, en gros, comme les Earthships qui font triper des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre en harmonie avec l'aquaponie puis de la culture de plantes à l'intérieur de leur maison pour toutes les raisons que je viens d'énumérer à l'échelle santé humaine, l'échelle à plein d'échelles, c'est pas une superbe idée. Les serres 4 saisons commencent à prendre un certain élan. Je pense que Frédéric l'a mentionné que même à l'échelle d'une vraie ferme, il questionne l'utilité de ça. Et si on met, par exemple, 20 000 pour une grande serre qui nous produit des légumes, même en hiver,
la viabilité financière de l'exercice doit être remis en question. Sinon, à plus petite échelle, il y a toujours des gadgets là, qui circulent dans les réseaux sociaux. On peut-tu produire au moins nos propres salades, notre propre basilic? Vaut mieux pas. Faut que ça reste très low-tech. C'est plate, mais c'est ça. Puis le jardin dehors, l'été, c'est comme rien de mieux, là. C'est allez-y le plus fort possible. Et c'est ça, il y a toujours toutes sortes d'approches où on peut s'éduquer, triper, permaculture, nomme-les, là, intégrer des poules là-dedans, c'est numéro un. Mais oui, comme disait Caroline, ça prend la chance d'avoir les ressources et le temps de faire ça. Mais comme j'ai écrit, c'est un passe-temps inégalable. Et finalement, en terminant, c'est ça, faut vraiment se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux pas encourager nos agriculteurs bio, bien évidemment, ou mettre tout cet effort-là et cet engouement pour le manger sain et écologique sur la conservation à la place. Si vous avez toute une infrastructure de canage, par exemple, pour mettre vos betteraves, vos tomates, tous vos légumes qui sont abondants à l'automne, à l'été, en boîte, sans avoir à les congeler, parce que oui, un congélateur étant dedans l'hiver, ça consomme de l'électricité. Il vaut mieux faire du canage et la chambre froide, comme disait Frédéric, là, ça se fait à l'échelle d'une ferme, mais aussi à l'échelle de votre maison, votre chalet. Ça se fait, ça n'a pas besoin d'un bâtiment. Un simple trou creusé dans le sol avec un bout de styrofoam comme couvercle, là, recouvert d'un plywood, ça marche, là. C'est un trou isolé. Puis c'est une chambre, un caveau là, où vous pouvez mettre vos bouteilles de vin du Québec, des patates, des choux, tout ce que vous voudrez à très faible coût. Même des poubelles enfouies, ça fait la job. Si vous voulez manger écologique et frais et autoproduit, il y a toujours les germinations qui sont tout un monde à découvrir, qui n'ont pas besoin d'aucune infrastructure. C'est un garde, n'importe quelle armoire là, dans le noir, puis vous pouvez avoir une méga production de germination. Fait que, en gros, là, faut limiter les intrants de matériaux, d'argent, de toutes sortes d'affaires. Mettre son temps à la bonne place. Et comme je vous dis, dans des opérations plus complexes, il vaut mieux rester au plus simple et pas penser qu'on peut tout faire nous-mêmes parce que vraiment, à l'échelle de Caroline communautaire, là, c'est un peu le point delta scientifique de l'approvisionnement raisonné de nos aliments à faible empreinte. Fait que, c'est ça. Je voulais juste plugger un nouveau cours qu'on va publié sous peu avec Yves Gagnon, qui est quand même un bon vulgarisateur de la culture maraîchère, sur la conservation et les récoltes et conservation, tous les trucs d'un pro. Puis on a toutes sortes de formations comme permaculture avec Wayne Roland. Fait que c'est voilà, je pense que ça fait le tour de la chose. On a très peu de temps pour la discussion, mais allons-y pour 8 minutes. Mais oui, pas de problème. Effectivement, je pense que tu l'as très bien dit et ça a été mentionné par tous les trois.
simplifier. Donc, revenir à quelque chose de plus simple, de base, de mieux réfléchir à l'impact global parce que souvent, on se laisse un peu avoir en quelque sorte par les nouveaux gadgets. Puis, hey, ça a l'air super intéressant, il me semble que ce serait cool, ça a l'air super efficace. Puis finalement, on se rend compte en bout de ligne que notre impact est encore plus grand que le gain qu'on a pu avoir à travers ça. Et puis, pour ceux qui ont envie là, de jouer dans la terre puis de faire ça, je sais qu'il y a certaines fermes qui ouvrent leurs portes, soit pour l'autocueillette, mais aussi, disons, avec les fermiers de famille, par exemple, qui vont dire, bon, mais telle journée, amenez vos familles, on fait de la récolte ensemble. Je pense que ça peut aider encore plus au niveau de l'agriculture, être plus près de nos agriculteurs, mieux comprendre le milieu, ce à quoi on fait face. Puis donc, il y a différentes façons d'assouvir notre souhait de pouce vert et de construire soi-même et de faire soi-même. Il y a beaucoup de questions qui ont été répondues au fur et à mesure. J'espère que les gens ont pu voir les réponses qui venaient avec. Maintenant, on a la question suivante. Donc, au niveau des récupérateurs d'eau de pluie, qui sont une fausse bonne idée, même les petits tonneaux, c'est comme juxtaposé à la maison, là, branchés sur sur nos gouttières, par exemple. Ça aussi, ça serait une fausse bonne idée, Emmanuel? Idéalement, oui, c'est des tonneaux récupérés, des fameuses mètres cubes là, de transport international avec la cage métallique autour. Ça se trouve dans vos petites annonces de choses usagées. Autour de 100 $ et c'est quand même un bon volume, 1 mètre. Souvent, je les ai mis en série, 3 en série. Et idéalement, pour la distribution du système, utiliser la simple gravité. Parce que dès qu'on commence à mettre des machines, des pompes d'électricité, l'intérêt se perd un peut petit se peu. perdre. Là. OK. Donc, oui, pour les récupérateurs d'eau de pluie. Ensuite, quand quelle est cette formation dont tu as parlé, Emmanuel? Ah ben, ils sont tous en ligne. OK, c'est Donc, déjà ils en vont ligne. être pas encore, pas pour OK. récolte et conservation, mais permaculture, c'est des webinaires programmés disponibles sur notre centre de formation sur le site d'Écohabitation. OK, merci pour la réponse. Pour l'instant, on n'avait pas d'autres questions à l'honneur. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose avant de terminer, un petit mot de conclusion. Caroline, Je Frédéric, pense qu'il Emmanuel. faudrait qu'on monte une formation en direct, là, avec des vrais participants sur comment construire des chambres froides. Ça serait super, ça. Bonne on idée. fera ça sur Ça, la c'est une ferme vraie à bonne idée. Frédéric. De 3 sortes de chambres froides, là, puis les choses à savoir comme les vents, parce que les légumes sont un peu niaiseux, là, ils veulent s'auto-détruire, fait qu'il faut évacuer leur gaz. Fait qu'il y a quand même des choses, du savoir-faire d'autrefois qu'il faut retrouver. Mais ouais, je pense que des cours en canage là, et en germination, c'est comme il n'y a rien de mieux. Surtout si on fait comme des familles italiennes à Montréal qui achètent, je ne sais pas, pour un char plein de tomates là, pour faire du canage de sauce pour toute l'année. Je ne suis pas italien, mais je le fais, puis il n'y a rien de plus satisfaisant, même si tu n'as pas cultivé ces tomates-là, mais au moins de les avoir conservées, savoir que ça vient d'une terre du Québec, que tu as parlé au monde, puis c'est vraiment autant de satisfaction que de récolter ta propre tomate de ton balcon. Oui, puis effectivement, ça fait une belle activité de groupe, en gang. Hein, pourquoi pas se faire des journées de canage, puis partager nos... il y a des groupes aussi là, de partage sur ça, les lactofermentations, les germinations, le canage, tout ça. Donc, c'est quand même tout un monde à découvrir. Qui sait, peut-être qu'on offrira des informations à ce sujet également. Éventuellement, on a une nouvelle question.
J'ai un petit commentaire, si vous avez le temps. Merci. D'accord. Bon, bien. En fait, Madame Vorobiev, si vous avez une question, vous pouvez l'écrire dans le question-réponse et ça nous fera plaisir d'y répondre directement. Je Oui. pense que dans la discussion, il y avait une question pour Caroline au niveau de notre autonomie en légumineuses. Oui, il y a eu cette question-là, effectivement, qui a été répondue directement dans le petit Ah, question-réponse. excusez. Caroline, est-ce que tu voulais peut-être en parler pour tous? Oui, effectivement, ben, ça fait dans le 12 d'autonomie alimentaire dans les céréales. Là, on parle céréales légumineuses, dans le fond, tout ce qui est les grandes cultures. Quand on dit grandes cultures, c'est parce que ça prend un gros tracteur et des grands champs. Parce que chaque plante donne peu de rendement, donc on a besoin d'avoir des grandes superficies. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire vraiment très bien à l'échelle individuelle avec nos espaces restreints. Donc, on a quand même besoin de la grande agriculture. Puis, effectivement, il y a un mouvement, on voit qu'il y a de plus en plus de consommation de protéines végétales. L'institutionnel, les hôpitaux, les CPE sont de plus en plus intéressés à en acheter aussi. Quand j'ai parlé avec des gens de centres de grains, il y a plusieurs difficultés. De un, la production, elle n'est pas constante. Les agriculteurs, quand le maïs et le soya pour les animaux, c'est payant, que le prix est bon, souvent vont abandonner un petit peu les cultures pour la consommation humaine, qui sont un peu moins payantes. Fait qu'il y a une vision un petit peu court terme. Puis, en même temps, quand il y a des légumineuses produites ici qui se rendent à l'épicerie, ce n'est pas nécessairement indiqué. Des fois, ça va être écrit par souci d'économiser et de ne pas avoir plein de sacs d'emballages différents. Le détaillant va choisir un emballage qui est one size fits all, puis c'est écrit Produits du Canada, qu'on perd l'information, le détail. Fait qu'il y a plusieurs. C'est pour ça que, en agissant à tous les maillons, il y a des enjeux à tous les maillons. Il faut tous les adresser. Puis, un des maillons, c'est de dire aux consommateurs d'être plus vigilants ou de demander ces cultures-là. Aussi, c'est comme la carotte, le bâton, c'est peut-être un peu négatif, mais c'est un push-pull. On veut pousser la production, mais il faut le fait de la consommer, puis de l'acheter, puis de la demander, ça tire le changement, que ces productions-là soient plus mises au champ. Donc, je sais que dans l'industrie du bois, on a pensé à des initiatives d'avoir un peu de l'appellation d'origine contrôlée là, à l'échelle des MRC même. Est-ce qu'il y a des initiatives de la sorte en aliments? Si, mettons, tu veux, je ne sais pas, là, des lentilles lanaudières. Oui, il y a des initiatives, puis Frédéric, tu me compléteras si tu veux. Il y a des appellations d'origine contrôlée et aussi des termes valorisants, comme entre autres le fromage fermier. Dans les initiatives régionales, on va mettre de l'avant certaines cultures qui sont développées plus localement. Mais pour l'instant, avec les grandes cultures, entre le conventionnel et le biologique, il n'y a pas beaucoup de cahiers de charges in between où on viendrait un peu encadrer la façon dont c'est produit, puis donner une identité qui est peut-être à l'échelle de la province, c'est-à-dire voici des cultures qui sont saines et qui sont produites avec des méthodes plus durables que le conventionnel sans nécessairement se rendre jusqu'au bio. Il y a un trou pour l'instant. Puis une des difficultés, au-delà de développer le cahier de charges, puis dire aux producteurs, ben faites-le, mais c'est OK, mais moi, ça va me coûter plus cher de faire ça. Est-ce que je vais pouvoir le vendre avec un prix un peu plus élevé, peut-être moins élevé que le bio, mais plus élevé que le conventionnel pour couvrir l'effort et le coût supplémentaire que je mets à faire ça? Fait qu'il y a une partie de la solution qui est entre les mains des consommateurs, mais il y a une partie aussi qui est dans faire prendre conscience aux agriculteurs de plus en plus que le fait de travailler avec des pratiques durables qui augmentent la santé des sols, à long terme, c'est un investissement. Il y a un retour sur investissement du fait de faire ça. Donc, on va avoir des meilleurs rendements avec moins d'intrants, moins d'engrais. Mais souvent, c'est une vision long terme. Puis, comme je disais tantôt, des fois, il y a un aspect très court terme dans la prise de décision en agriculture. Les tracteurs sont gros, les bâtiments sont gros, les dettes sont donc aussi très grandes. Puis souvent, on va un petit peu à court terme au plus payant, puis on oublie le long terme. Je pense que c'est là où les consommateurs peuvent aider, mais les gouvernements aussi devraient sortir de la vision court terme d'être réélus aux 4 ans, puis aller chercher des votes, puis avoir une vision plus long terme de l'agriculture. Ça manque grandement. Très intéressant, Caroline. Merci. Il y a une dernière question qu'on va prendre. Ça s'adresse à Frédéric. Donc, on demande ici, avez-vous une meilleure qualité de vie avec les paniers d'hiver et une meilleure rentabilité?
Oui, clairement, on a atteint nos objectifs à ce niveau-là. L'été était toujours très occupé, très stressant. Puis maintenant, vu qu'on fait juste la production en champ, on a enlevé toutes les deadlines, là, si je peux dire, toutes les contraintes de temps. Puis on travaille un peu au rythme où on veut. On peut attendre les belles journées pour travailler à l'extérieur. Donc, tout à fait, ça a clairement amélioré notre qualité de vie. Puis, il y avait une question sur la rentabilité aussi. C'est notre première année. Ça a été une très bonne année. Comme je disais, on a diminué nos coûts de main-d'œuvre. Puis c'est toujours le plus gros coût sur les fermes, la main-d'œuvre. Donc, c'est sûr qu'en diminuant quand même plus de 50 % nos coûts de main-d'œuvre, ça nous a aidé à tirer quand même une bonne marge. C'est une année sur notre ferme. Je ne pourrais pas conclure toutes les années sur toutes les fermes. On a toutes des situations différentes. Mais dans notre cas, ça fonctionne bien. On pourrait dire que c'est un succès. Ouais. Merci, Frédéric. Donc, je pense qu'on peut voir qu'en conclusion, on achète local, de saison, essayer de viser des plus petites productions, des plus petits lopins de terre. C'est à nous aussi, en tant qu'individus, de voter d'une certaine manière en choisissant ce qu'on consomme, puis en choisissant ce qu'on souhaite mettre de l'avant auprès de nos gouvernements, pousser chacun de notre côté pour avoir des résultats pour du plus long terme. Donc, c'est ce qui conclut le panel d'aujourd'hui qui était vraiment très, très intéressant. Donc, tout ça est enregistré et ça va être partagé à tous les participants par courriel une fois que ça va être mis sur notre chaîne YouTube. Vous allez également recevoir un sondage de satisfaction. On a envie de connaître comment vous avez vécu ça, ce qui en est ressorti. Donc, n'hésitez pas à nous répondre. On est curieux de vous lire. Et bien sûr, merci à nos panélistes d'être venus nous voir aujourd'hui, d'avoir discuté avec nous, d'avoir ouvert la conversation sur des sujets qui sont essentiels puis qui nous revient à tous d'adresser. Sinon, voilà, tous les documents seront envoyés par courriel, les documents pertinents, peut-être les présentations PowerPoint aussi. Des fois, on a le goût de revoir un peu les statistiques, les informations qui ont été données. Il y a eu beaucoup d'informations vraiment intéressantes et surprenantes aussi, je trouve. Évidemment, on remercie nos partenaires par qui cet événement est rendu possible, Hydro-Québec, partenaire principal de notre programmation, la Ville de Montréal, et merci à Écohabitation, Emmanuel, pour la collaboration dans cette série sur les rénovations éco-responsables. Merci tout le monde et bonne journée. Merci tout le monde. Bonne journée.